Alors cette interface vocale, elle va devenir la porte d'entrée vers les services personnalisés. C'est la grande bagarre aujourd'hui de l'innovation. Il suffira, quand vous rentrez chez vous, de dire « Oh, je mangerais bien une pizza », et elle aura compris que elle saura plutôt que vous préférez plutôt les pizzas végétariennes, que d'ailleurs vous aimez bien les manger avec une lumière tamisée et un peu de musique. Elle s'occupera de tout ça pour vous. Alors, Google a lancé Google Home, qui est une interface domestique d'intelligence artificielle. Ce n'est pas encore en France, mais ça va bientôt arriver. Oui, je vous ai mis l'image, pardon. Et alors, quelqu'un a eu l'idée ingénieuse de mettre deux Google Home face à face. Alors, depuis le mois de janvier, elles se parlent, évidemment, puisque c'est de l'interface vocale, hein, ça discute. Alors, elles s'appellent Vladimir et Estragon, c'est leur nom. Et elles entretiennent donc une discussion ininterrompue. Alors, je vous donne un extrait. Tu as quel âge ? Demande Vladimir. 99 ans, répond Estragon. Oh, bah tu peux pas jouer au Monopoly, parce qu'en fait, l'intelligence artificielle sait que sur la boîte, il y a marqué de 8 à 99 ans. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plus de 2000 ans, Aristote imaginait déjà des instruments, je cite, capables de mener par ordre ou par pressentiment leur œuvre propre. C'est intéressant, ça. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire des instruments intelligents, autonomes, entièrement voués à notre service. Bref, c'est une vision qui anime depuis l'aube des temps l'être humain. Elle est dans nos imaginaires depuis très longtemps. Et aujourd'hui, elle trouve sa concrétisation, donc vous vivez une époque formidable, elle trouve enfin sa concrétisation avec l'intelligence artificielle. Et cette intelligence artificielle, elle devient une composante absolument incontournable aujourd'hui de toutes les innovations de la Silicon Valley et ailleurs. Elle était la star absolue au CES de Las Vegas, avec notamment ce qu'on appelle les chatbots conversationnels. C'est le nouveau paradigme d'accès aux contenus et services. En 30 ans, l'intelligence artificielle, qui était au départ réactive, simplement, elle est devenue progressivement autonome, puis empathique. Elle sera bientôt, peut-être, autoconsciente. C'est-à-dire qu'elle comprendra nos émotions, elle anticipera nos réactions, par l'analyse de tout un tas de paramètres, l'expression du visage, le timbre de la voix, le rythme cardiaque, etc., etc. Alors la machine, elle croise des millions de données. Et en fait, c'est quoi le principe ? Il nous suffit de constater que là, ça marche. Elle a la puissance de calcul, elle a la capacité à prendre toutes les données, à les corréler dans tous les sens, à une vitesse qui est juste inimaginable. Le trading haute fréquence, hein, c'est en millisecondes, il y a des opérations qui sont faites. C'est 60% du trading aujourd'hui. Donc, la machine, elle a cette capacité que nous, on n'a pas. Par contre, nous, on peut dire, bah tiens, là, le résultat, il m'intéresse. Là, ça marche. On entre un petit peu dans le monde magique d'Harry Potter. C'est-à-dire qu'on s'intéresse finalement plus aux effets qu'aux causes. Les causes, c'est la machine qui gère. Alors, ça donne des très bons résultats, notamment dans la médecine prédictive, dont vous avez certainement entendu parler. Mais ça peut tout aussi bien, par exemple, s'appliquer au marketing. Par exemple, Ikea a choisi le nom de certains de ses nouveaux produits à partir de phrases clés qui reviennent très souvent dans Google. Donc c'est de la big data qui est analysée là encore. Hein. Alors ils ont nommé des produits, par exemple, en disant il n'arrive pas à me dire qu'il m'aime. C'est une phrase qui revient très très souvent dans Google. Bah, c'est devenu le nom d'un tableau magnétique sur lequel on laisse les petits mots doux à la maison. Mon fils a peur du noir est devenu le nom d'une lampe veilleuse. Ma mère n'est pas là cette nuit est devenu le nom d'une boule disco. C'est-à-dire qu'on ne cherche plus à donner un nom au produit, mais à l'associer à une expérience, une situation qui est très ancrée dans l'imaginaire collectif, et ça marche. Une chose intéressante, il y a des signaux faibles, c'est bien de regarder les signaux faibles, souvent ça dit des choses très intéressantes sur ce qui arrive. En voici un qui est plus tout à fait faible d'ailleurs, qui est le phénomène du e-sport. 100% de la génération Z pratique le jeu vidéo. Voilà. Partant de là, ça a développé des usages, des appétits pour un certain nombre de pratiques, et notamment le e-sport. Le e-sport, vous avez un exemple ici, vous avez 1600 personnes qui sont au Zénith et qui sont en train de participer à un jeu massivement multijoueur qui réunit 70 millions d'adeptes dans le monde. Donc c'est pas rien, il y a toute une économie derrière ça. Alors, nous, en France, on est encore un peu quoi, tu es sur ton jeu vidéo, file dans ta chambre et va travailler. Eh bien, aux États-Unis, c'est un bonus sur votre CV. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes chef de guilde d'un jeu massivement multijoueur, que vous êtes arrivé à un certain niveau, ça veut dire que vous êtes un excellent manager sur les réseaux virtuels.
Vous êtes un super community manager.